Alors, quelques mots pour introduire cette session. Donc, vous avez vu que la journée était organisée en deux grandes parties. Celle qu'on a eue ce matin, qu'on a eu le plaisir d'écouter, avec une table ronde qui était plutôt sur le pourquoi des questions de traduction, en particulier, évidemment, des questions de traduction de multilinguisme pour des enjeux de communication scientifique. Et cet après-midi a vocation à parler un peu davantage du comment. Et en particulier, ici, on a réuni plusieurs personnes pour discuter de ce comment en termes de quel avenir pour la langue, pour la traduction dans les domaines scientifiques et à l'heure de l'intelligence artificielle, des opportunités que ça offre, des difficultés que ça peut présenter. Et c'est ces sujets-là qu'on va discuter cet après-midi. Alors, quelques mots en introduction. La traduction automatique par des machines, c'est quelque chose qui, évidemment, s'est présenté à l'esprit des premiers informaticiens dès que la possibilité s'offrait d'avoir des machines et des programmes pour essayer de faire cette chose-là. Donc ça remonte, on peut dire, au début de l'informatique, de l'ère de l'information. Mais évidemment, c'est quelque chose qui a connu beaucoup d'évolutions. Et la façon dont on voyait la traduction automatique est très différente aujourd'hui de ce qu'elle pouvait être il y a 5 ans. Du temps de Turing, du temps du perceptron, du temps des premières machines automatiques de ce qui allait devenir l'intelligence artificielle. Alors, dans un premier temps, si on veut résumer, on peut dire qu'il y avait une vision de la traduction qui était quelque part ancrée dans des problèmes de langue et de linguistique, avec l'idée que pour traduire, finalement, si on veut passer d'une langue à une autre, c'est bien de savoir ce qui se passe, comment est structurée une des langues, comment est structurée l'autre, et puis comment on peut faire le passage. Donc il y a beaucoup d'efforts qui avaient été portés sur le fait d'engranger cette connaissance, mais au niveau syntaxique, au niveau vocabulaire, au niveau vraiment de la structure des langues, et de se baser sur cette approche pour faire de la traduction. Alors ça, c'est quelque chose qui évidemment est compliqué à mettre en œuvre. C'est toute une vision qu'il y a pu y avoir sur aussi des notions comme les systèmes experts ou des choses comme ça il y a une quarantaine, cinquantaine d'années. Et puis très rapidement, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait d'autres façons d'approcher les choses. Xavier en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais il y avait d'autres visions qui étaient davantage de nature statistique, où en fait on pouvait s'intéresser aux langues, pas forcément dans la façon dont elles étaient construites à grain fin, on va dire, mais comment elles avaient aussi des lois statistiques et des façons d'avoir des descriptions par des modèles qui pouvaient être des modèles naturels. Bon, on sait que lorsqu'on a certaines successions de mots, il y a plus grande probabilité que le suivant soit celui-ci qu'une autre, etc. Donc ça, c'est des choses qui ont été développées et alors qui ont pris une ampleur tout à fait considérable depuis quelques années, quand on a passé au tournant qui était au tournant de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle, où en fait, au-delà des modèles statistiques, c'est carrément des méthodes qui sont des méthodes basées sur des notions d'apprentissage. Alors, bon, apprentissage ou dressage, pour reprendre les mots de Pablo de ce matin, peut-être. En tout cas, quelque chose qui est beaucoup plus pragmatique, qui consiste à dire, lorsque je veux passer d'une langue à une autre, je peux regarder ce qui se passe avec des exemples. Et sur la base de ces exemples, je peux essayer de comprendre, pas de comprendre, justement, en tout cas, de faire des passages qui permettent de généraliser et de transposer à d'autres situations. Et c'est essentiellement encore des approches probabilistes, puisque ça revient essentiellement sur la base de corpus d'apprentissage ou de dressage et sur la base des modèles que l'on peut en faire, à proposer des choses qui sont les plus probables au sens des lois de probabilité qui ont été estimées. Alors, ça, c'est très bien. Ça, c'est toute une évolution qui s'est suivie et effectivement qui donne maintenant des possibilités qui, je pense, il y a encore une dizaine d'années, semblaient assez hors de portée. C'est-à-dire qu'il y a encore une dizaine d'années, aujourd'hui, tout le monde, on l'a dit à plusieurs reprises, tout le monde utilise DeepL, tout le monde fait des choses de ce genre-là. Il y a encore une dizaine d'années, il y avait une sorte de raillerie par rapport à la traduction automatique. C'est-à-dire que c'était Aki donnait le plus bel exemple d'une traduction qui était un peu n'importe quoi. C'était
la chair est faible et l'esprit est subtil, et ça devenait la viande est molle, mais l'alcool est fort, par exemple. Voilà. C'était aussi des choses qui étaient, et qui le sont encore un peu, liées à une vision trop focalisée de ce qu'on est en train de traduire, et qui est peut-être un peu hors contexte. L'exemple typique, voilà, c'est de faire des allers-retours d'une langue à l'autre. Donc, on écrit en français « La doctoresse entra dans la chambre avec un infirmier ». On passe en anglais, ça dit « The doctor entered the room with a nurse ». On revient en français et ça dit « Le docteur entra dans la chambre avec une infirmière ». Donc ça, c'est un biais, mais qui est un biais qu'on peut difficilement reprocher à la machine, dans la mesure où ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend une décision par rapport à un ensemble d'apprentissages où effectivement la probabilité était plus grande que ce soit un docteur avec une infirmière qu'une doctoresse avec un infirmier. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut certainement prendre en compte. Et toutes ces notions qui maintenant imposent d'élargir par des systèmes automatiques à des considérations qui peuvent être des considérations de contexte, qui peuvent être des considérations de biais, etc., sont des choses qui posent des problèmes nouveaux, certainement, à la traduction. Et c'est ça qu'on voudrait discuter. Alors, en particulier, évidemment, c'est dans des cadres plutôt scientifiques. Et une des difficultés dans des cadres spécifiques, comme des cadres scientifiques, ou des cadres qui pourraient être d'ailleurs aussi bien par rapport au sujet que par rapport aux langues qui nous intéressent, peuvent être justement des problèmes liés à une plus grande disponibilité ou pas des exemples liés à l'apprentissage. Or, ce qui a été dit à beaucoup de reprises, c'est qu'évidemment, la plupart des exemples auxquels on a accès sont très souvent en langue anglaise et relativement à des sujets qui ne sont pas forcément des sujets de niche scientifique particuliers. Et plus on réduit le corpus d'apprentissage, plus il est difficile, évidemment, de faire quelque chose qui, dans sa prédiction, soit la bonne chose à faire. Donc la traduction technique et scientifique, elle a ces deux... Le multilinguisme technique et scientifique, je pense qu'il a ces deux verrous. L'un qui est lié à la nature même du sujet, où il y a une technicité qui fait qu'il n'y a pas forcément une abondance des données disponibles, et puis l'autre qui est lié au fait qu'il y a une sorte d'impérialisme culturel, on pourrait dire, du monde anglo-saxon, qui fait que la majorité des données que l'on a sont dans ce domaine. Voilà. Alors pour discuter de ça, nous avons avec nous deux traductrices et un informaticien, et je dirais une informaticienne aussi, Laurence. Malheureusement, il devait y avoir une quatrième personne, qui était Yann Diner, un psychanalyste, qui nous fait défaut, qui s'excuse de ne pas être là, mais bon, je crois qu'il est tout excusé. Un cinquième, j'ai dit un quatrième. Non, tu vois, je suis vaguement mathématicien. Voilà. Entre langue et communication, et aussi en lien avec des langages de programmation. Donc, bon, il s'est intéressé, il a écrit un joli petit livre qui s'appelle notre langage quotidien informatisé, qui explore ce genre de relations. Et en particulier, qui aborde aussi des questions qui ne sont peut-être pas celles qu'on va directement traiter, mais qui sont aussi une forme de traduction, au sens où on a notre langue parlée elle-même qui est quelque part, dépendante d'une langue technique. C'est-à-dire beaucoup de termes scientifiques, techniques, en particulier informatiques, envahissent notre quotidien, et c'est aussi une forme d'invasion de la pensée. Voilà, on change de logiciel, on fait des choses comme ça dans beaucoup de cas. Et ça, c'est des choses aussi pour lesquelles auxquelles la traduction peut avoir à faire face, mais dans ces deux aspects. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus. On va commencer tout de suite la discussion. Donc, je propose d'abord de donner la parole à nos deux traductrices, parce que ce qui nous semble intéressant, c'est effectivement de voir la réalité de ce qu'est le métier de traductrice, les difficultés auxquelles elles sont confrontées
dans leur pratique relativement à des textes en particulier techniques. Elles vont nous expliquer ça. Et comment est-ce que l'irruption des techniques nouvelles, en particulier d'intelligence artificielle et de traduction automatique, peuvent les amener à changer le métier lui-même et à changer aussi ce qu'est la traduction. Voilà, donc je donne la parole à Florence ou Almocny Le Sueur ou à Sandrine. Je les laisse se présenter et puis nous parler pendant une vingtaine de minutes de ce sujet. Merci. Donc bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir vous parler un petit peu de notre métier, Sandrine et à moi, qui est celui de traductrice. Donc on va vous présenter à toutes les deux notre métier un peu l'une après l'autre pour échanger sur ce domaine. Donc moi, je me présente rapidement, je suis vétérinaire à la base et je suis arrivée à la traduction scientifique un peu par hasard, par les aléas de la vie qui ont fait que j'ai dû partir de France pour aller vivre à l'étranger. Et donc, je me suis spécialisée, moi, dans la traduction de livres de médecine et de livres vétérinaires pour ne pas quitter ma profession de base, donc de médecine humaine et de médecine vétérinaire. J'ai, grâce à cela, fait développer un petit peu d'autres possibilités, c'est-à-dire que je me suis occupée de l'édition d'articles scientifiques dont on parlait. Donc, je travaille actuellement pour des revues scientifiques et je m'occupe de relire les articles des auteurs et d'essayer de les mettre en forme et de publier en français, si possible. Et j'ai fait, entre autres, un travail de correction aussi pour travailler avec une école qui forme les traducteurs scientifiques. Donc je corrigeais les devoirs des élèves pour essayer de les améliorer et de leur permettre de faire ce métier-là. Et donc j'ai plusieurs facettes et puis j'ai écrit des livres aussi, donc je me suis retrouvée à la place des auteurs qui ont du mal aussi à écrire et qui sont un petit peu perdus des fois à relire leurs manuscrits et à plus voir du tout ce qu'ils écrivent, et avoir besoin d'un regard extérieur aussi. Donc, je vais vous présenter un petit peu rapidement le travail de traducteur médical scientifique, puis je passerai la parole à Sandrine qui vous parlera plus de son domaine, qui est la traduction technique. Donc moi, en tant que traductrice de livres, donc j'ai traduit des livres qui faisaient 50 pages à des livres qui en faisaient 1000. Donc c'est un peu un travail différent de la traduction de publication. Donc c'est quelque chose qui est plus long, un travail qui demande une certaine homogénéité dans une globalité pour avoir un ouvrage qui soit agréable à lire, mais en même temps scientifiquement précis. Et un travail qui demande, enfin pour ma part, beaucoup de temps passé sur Internet à vérifier que les données que j'écris en tant que traductrice sont vraies et que c'est pas n'importe quoi. Donc ça passera pour quelques exemples un petit peu plus tard. Mais moi, je passe effectivement beaucoup de temps en tant que traductrice à faire des recherches Internet, à essayer de trouver des sites qui ne soient pas eux-mêmes des traductions, donc eux-mêmes sujets à erreur. Et je passe aussi beaucoup de temps à essayer de trouver des spécialistes et à échanger avec eux pour être sûr d'utiliser le jargon de chaque spécialité. Donc moi, en tant que vétérinaire, j'ai une formation généraliste. Mais bien évidemment, dès que je vais pour traduire un livre très spécialisé, j'ai besoin de l'aide de spécialistes dans chaque domaine. Vous n'avez pas dit quelle langue vous pratiquez? Alors, je traduis en français exclusivement, à partir de l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Mais je vous avoue que 80%, c'est de l'anglais. L'allemand, je me suis aperçue que c'était une niche et que j'avais pas beaucoup de concurrents. Donc,
beaucoup de textes, beaucoup de livres publiés en allemand, j'ai eu la chance de les traduire. Quant à l'espagnol, je me suis aperçue que beaucoup de livres espagnols sont traduits en anglais et me revenaient pour que je fasse la traduction en français. Et je vous avoue que ça ne m'a pas plu du tout parce que les traductions anglaises que je recevais à traduire n'étaient pas forcément vraies, enfin forcément exactes. Et donc ça m'est arrivé de repartir sur l'auteur original espagnol et de lui demander son manuscrit original pour pouvoir travailler sur son manuscrit original et non pas sur une traduction. Donc voilà. Sinon, voilà, moi j'ai moins travaillé avec l'intelligence artificielle parce que les livres en général on les traduit directement. Donc on a le livre source, on tourne les pages, on écrit et on se sert moins de l'intelligence artificielle en pré-traduction. On s'en sert, un DeepL, on va le voir pour être sûr de certaines formulations, de certaines traductions quand on a des problèmes, mais on est moins en traduction simultanée ou en pré-traduction à relire. Donc je vais passer la parole maintenant à Sandrine qui traduit un petit peu d'autres domaines et qui traduit un peu différemment. Bonjour à toutes et tous, merci Florence et merci à l'Académie des sciences de son invitation. Donc moi je traduis de l'anglais au français uniquement depuis 30 ans cette année, même ce mois-ci. Dans les domaines donc, techniques et médicaux, je suis arrivée au médical, c'est un très grand mot, par les instruments, les machines. Et aujourd'hui, je traduis, je fais beaucoup de marketing médical, beaucoup d'études cliniques, d'autorisation de mise sur le marché. Et je travaille aussi nouvellement pour des ONG dans la lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose et le diabète. Donc ça occupe une grande partie de mes journées. Et effectivement, comme un certain nombre de traducteurs pragmatiques, on utilise depuis très longtemps des outils. Les outils de TAO sont arrivés à peu près dans les années... avant les années 2000, 1994 ou 15, je pense. Donc les traducteurs, pour la plupart... Enfin, je peux pas, j'ai pas de chiffres précis, mais disons que utilisent déjà beaucoup d'outils pour aller plus vite, pour être plus cohérents, pour fixer la terminologie et la réutiliser, pour garder la même phraséologie d'un document sur l'autre. Donc, ce qui a changé disons, parlons de moi, puisque je fais partie de ces traductrices-là, c'est l'arrivée de ChatGPT dans la sphère du grand public en réalité. Puisque on post-éditer un texte et c'est relire, vérifier une sortie machine d'un moteur de traduction automatique. Et donc ça, c'est pas tout à fait nouveau pour les traducteurs. Ce qui a beaucoup changé, ce qui est très inquiétant, je pense, c'est les conditions économiques dans lesquelles c'est réalisé. Ce n'est pas du tout l'objet du colloque, et je n'aborderai pas ce sujet. Donc, et j'en parlais tout à l'heure à la pause déjeuner avec Xavier Leroy, on n'utilise pas DeepL grand public. On utilise des API qu'on peut mettre dans j'ai essayé d'être le plus clair possible en parlant un peu boutique, mais on utilise déjà des outils de traduction assistée par ordinateur qui enregistrent au fur et à mesure qu'on traduit des segments, c'est-à-dire des phrases, et qu'on peut réutiliser. Et on peut ajouter à ça, donc on utilise des bases terminologiques. On peut ajouter à ça des moteurs comme DeepL, des moteurs de traduction automatique qu'on peut un peu booster, qui sont pas la version, qui sont à 10 milieux de la version grand public. Donc en réalité, on peut intégrer nos propres bases bilingues, de corpus bilingue. Donc ça fait que le moteur est plus adapté au domaine dans lequel on traduit. On peut rentrer des bases terminologiques qui fait qu'on peut faire des contrôles qualité sur la bonne terminologie, est-ce que le terme a été utilisé, etc. Et il existe aussi des moteurs adaptatifs, alors pas beaucoup, et il est très peu connu parce que tout le monde ce matin a parlé de DeepL, et DeepL est très bien, mais pas tout le temps et partout.
Et un moteur adaptatif, donc, se corrige. En fait, ce n'est pas l'entraînement initial qui est le plus important, c'est ce qu'en fait le traducteur au fur et à mesure qu'il traduit, qu'il post-édite, qu'il corrige la traduction automatique. Et dans ce cas, le moteur est capable de s'adapter, et sur le deuxième segment, la troisième phrase, la quatrième phrase, il s'améliore. Et ça se voit à l'œil nu, hein, sans être traducteur. Je n'ai pas préparé, j'aurais pu, parce que je ne pensais pas qu'on allait prendre cet axe-là, mais j'aurais pu vous montrer des exemples. Donc, on entend parler de traductrice augmentée, voilà, c'est peut-être un peu ce qui arrive. Après, encore une fois, la problématique des conditions automatiques, des conditions économiques, pardon, c'est autre chose. Évidemment, la traduction automatique fonctionne très bien, elle a l'air très chouette. Hein, si on lit le texte, il est très beau, il est loin d'être parfait, il est, de mon point de vue, inutilisable en l'état. Ça ne rend service absolument à personne, ni au chercheur ou à la chercheuse, ni au lectorat, ni au plurilinguisme. Hein. Donc, et en plus, on parle de corpus sur des gros... quand je vois certaines réactions dans la salle, pardon. Donc, c'est valable pour certaines paires de langues, et donc pas pour les 7000, qui a évoqué 7000 langues tout à l'heure. Évidemment, on est très très loin du compte. Les limites... donc, c'est pas une calculatrice, la TA. Hein. C'est le résultat, ça viendra à l'idée de personne de vérifier le résultat obtenu sur la calculatrice. La TA, ça n'est pas du tout une science exacte. Ça varie d'une fois sur l'autre. On peut faire marcher le moteur 2 fois, la phrase n'est pas la même. Donc, ça n'est absolument pas utilisable en l'état. Il y a effectivement, quand on lit, ça peut être très très joli, très très bien écrit, mais ça peut être à 10 000 lieues de ce que disait la source, hein, et puis avoir des hallucinations, des omissions, glissements de sens, faux amis, j'en passe et des meilleurs. Je pense que c'est des choses qui parlent à beaucoup de personnes présentes dans la salle. Pardon. Et... non, j'ai dit les limites en très très gros, évidemment. Encore une fois, ça marche très bien dans certaines paires de langues, mais d'autres sont vraiment les parents pauvres, et ça ne rendrait pas service à... personne ne comprendrait le résultat dans certains autres paires de langues. Et là, je passe la parole à Florence, qui a quelques exemples à nous montrer sur les éventuelles erreurs. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que, effectivement, maintenant, j'utilise un peu plus la TAO et donc le travail avec une pré-traduction. Et alors, quelque part, je ne vais pas vous dire que c'est mauvais, parce que c'est intéressant pour nous, parce qu'effectivement, on peut rentrer un grand texte et puis il va nous sortir sa pré-traduction. Donc ça va un petit peu plus vite. La seule chose, c'est que si on ne relit pas, nous, derrière la pré-traduction qui a été sortie, des fois, il y a effectivement des erreurs, et des fois, il y a même des morceaux de texte qui ne sont même pas dans le texte source et qui apparaissent dans le texte traduit. Donc, en fait, notre travail de traductrice, hein, ou de traducteur, hein, parce qu'on n'est pas que des femmes quand même, va, je pense, peu à peu glisser, parce qu'on ne pourra pas se passer de la traduction et de ChatGPT et d'autres moteurs de traduction. Mais je pense qu'il va falloir qu'il glisse sur la relecture, et qu'il va falloir que nous ne soyons plus affiliés à être traducteurs uniquement, mais qu'il va falloir que nous devenions des relecteurs. Et donc là, moi, je vous ai mis quelques exemples. Je vais les faire passer après, mais ce que je veux dire par là, c'est quand on relit le texte écrit par un ordinateur,
c'est très fatigant parce que quand on relit un texte écrit par quelqu'un, on se dit qu'il ne va pas... enfin bon, on a une certaine confiance dans la personne qui a écrit en général. Quand on se dit que c'est écrit par l'ordinateur, l'erreur peut arriver n'importe où. Et donc, c'est fatigant parce qu'on ne peut pas relâcher sa relecture. On doit relire... oui, ça arrive des fois... il y a des bouts de phrases qui arrivent n'importe où, au milieu du texte, qui ne sont pas prévus. Donc, elles arrivent, il faut les enlever. C'est certainement quelque chose, une traduction qu'il a pêché ailleurs ou dans ses recherches, qui nous met dans notre texte. Mais bon, il faut les enlever. Donc, il faut vraiment faire attention à tous les détails. Et je trouve que c'est plus fatigant, entre guillemets, que de relire un texte écrit par un traducteur, enfin, rédigé par un traducteur, un homme, humain. Voilà. Donc je vais passer juste quelques petits exemples que j'ai trouvés. Alors là en ce moment, moi je travaille avec une maison de formation continue et donc vétérinaire qui n'emploie que des vétérinaires, et je travaillais sur des modules de cardiologie ou de médecine d'urgence, et donc on n'est que des vétérinaires dans cette maison-là, mais on travaille avec un outil de TAO qui fait sa pré-traduction avant, et on relit. Et on a quand même accès au texte source pour pouvoir vérifier que la traduction est correcte. Donc, je vais passer après. Alors, je suis censée... Ça marche pas trop. Je ne sais pas qui je dois... Bah ouais, c'est là-bas. J'essaye. Ah, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est juste ma petite introduction. Donc, effectivement, avec le fait que partout, on entend que ChatGPT fait des miracles. Donc, c'est vrai, il nous aide beaucoup. Mais... des fois, la traduction n'est pas précise. Alors, il part tout seul, là, et je sens que j'appuie. Voilà. Donc, des fois, la traduction n'est pas précise. Et moi, j'insiste bien quand je traduis des textes médicaux. L'important, c'est qu'on soit précis. En particulier, pas essayer de ne pas faire d'erreur de posologie ou même de terminologie, si on peut. Donc, la précision, c'est important. Des fois, il y a des rajouts de morceaux de texte qui ne sont pas dans le texte source. Donc, c'est un peu stressant. Des fois, c'est faux. Simplement, bon. Des fois, il y a des contresens. Et des fois, voilà, c'est pas correct. Et des fois, j'ai dit c'est même poétique parce que des fois, c'est joli. Ça vous sort des traductions un peu étonnantes. Qui prête à sourire des fois. Mais juste une question au passage. Oui. Dans ChatGPT, par exemple, dans DeepL, je ne sais pas trop, mais quand on demande la même chose plusieurs fois, on obtient quand même une variabilité des réponses. Oui. Donc, ça, c'est lié à une variable qui est interne. Hein. Tout à fait. Mais donc là, dans les traductions, il en est la même chose juste pour le style ou pour le factuel? Alors, dans les traductions, quand moi, je les passe en pré-traduction, ça arrive effectivement que j'ai plusieurs propositions dans mes pré-traductions. Et donc, c'est à moi de choisir, la plus adaptée, bien évidemment. Mais des fois, je n'ai qu'une proposition. Et quand je vous ai montré là, je n'avais que cette proposition. Que les propositions. Dans les exemples que j'ai pris là, je n'avais que les propositions. Donc là, bon, c'est très particulier, mais par exemple, la partie en jaune, US Guidance, ils me l'ont mis sous guidage américain. Donc c'est quand même, c'est éco-guidé par échographie. Bon, effectivement, US Guidance, ça pourrait être guidage américain. Mais en médecine, c'est très bizarre. Et ça arrive de trouver dans les textes traduits ce genre de choses pour éco-guider. Ça arrive. Hein, donc, il faut quand même vérifier. Ensuite, on a... donc, le problème aussi, pour moi, je trouve, hein, quand je fais de la médecine, de la traduction de médecine, c'est
les abréviations, c'est la catastrophe. Ça part dans tous les sens et j'ai jamais la même traduction pour la même abréviation ou j'ai jamais la même abréviation utilisée pour les traductions. Alors, au bout d'un moment, on peut obliger, comme disait Sandrine, d'avoir une abréviation, une traduction, mais ça implique quand même que on doit vérifier dans le texte. Ensuite, là, vous avez un rajout. La partie en rose n'est pas dans le texte source. Elle est arrivée là dans ma traduction. Je n'avais qu'une seule possibilité. Elle est arrivée là dans ma traduction. Et bon, il faut que je le relise pour l'enlever. C'est pas très compliqué, mais quand vous avez 20 pages ou 30 pages ou 40 pages, il faut pas louper, entre guillemets. Hein. Donc ça, moi, je vous parle de la traduction des 15 derniers jours. Donc, c'est sur mes textes des 15 derniers jours. Là, ma traduction, il y a marqué « is not licensed ». Donc, et il parlait de la morphine. Vous voyez là-haut, ça parle de la morphine. Et de l'autre côté, ça nous parle de la terbinafine. Ce n'est pas le même médicament, ce n'est pas la même chose. Et cette terbinafine est arrivée dans ma traduction comme par magie. Voilà. Et c'est quand même un bon logiciel de traduction. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Donc ensuite, là, il y a marqué qu'il a une AMM. Et dans ma traduction logicielle, il y a marqué qu'il n'en dispose pas d'AMM. Donc c'est quand même un peu embêtant parce qu'on n'a pas la même chose. Voilà. Et vous avez... Bon, ça, c'est parce que ça me fait rigoler tout le temps, mais mon stroke volume, qui est mon volume d'éjection systolique en cardiologie, alors lui, il passe par toutes les traductions possibles et imaginables, mais jamais par le bon. Donc, j'ai les AVC, les crises d'épilepsie, les attaques, enfin bon, mais j'ai jamais, pourtant, j'ai rentré plusieurs fois que je voulais que ça me sorte ça, mais ça ne me le sort pas. Moi, j'avais une question pour vous, c'est est-ce que vous avez un moyen d'évaluer les choses? Parce que là, vous énumérez un certain nombre d'erreurs que fait le système, mais est-ce que vous avez maintenu une base de données avec les erreurs types Oui. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous dire oui. si vous avez évalué? Je ne sais pas, je n'ai pas évalué en pourcentage le nombre de fois que ces erreurs viennent. Oui, il faudrait les évaluer, effectivement. Une typologie, hein, je pense que ça c'est intéressant. Mais de toute façon, le système va être amélioré aussi. Donc peut-être que ce n'est pas autenté. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, nous, les jeux d'essai ou benchmark, c'est des choses qu'on doit revoir sans arrêt. Hein. Tout à fait. Mais là je dis dans l'état actuel. Je parle de l'état actuel. Bien évidemment, ça va s'améliorer et je n'en doute pas, parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'améliorations depuis le départ. Je dis simplement que maintenant, il faut, dans l'état actuel des choses, je pense que les traductions automatiques ont besoin d'être lues. C'est la seule chose que je dis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser. Je dis que moi, je les utilise régulièrement, mais je dis simplement qu'on a besoin encore que quelqu'un relise. Il faudra toujours quelqu'un. Hein. Ça, c'est un concept de base. Je pense. Mais c'est pas vous pensez. Voilà. Il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui relise. Maintenant, est-ce que, par exemple, sur les mots nouveaux, voilà les mots récents qu'on utilise, est-ce que vous avez pu voir que la machine fait des erreurs systématiquement parce qu'elle n'a pas ce vocabulaire-là? Alors moi, je peux pas, peut-être que Sandrine pourra répondre plus là-dessus. Moi, j'ai moins de mots nouveaux parce que je suis en médecine, donc j'ai moins de mots nouveaux comme peut-être en informatique ou... Vous en avez plus en médecine que nous. Hein. Non, je pense pas. Mais bon, je n'ai pas de ce recul-là. Voilà. Donc, pour terminer, j'avais mis juste cette petite traduction en logiciel poétique. Le DIP qui m'a mis ici, le DIP et plateau, qui se traduit aussi en DIP et plateau. C'est notre vocabulaire. Ils me l'ont traduit en plongeon pour le DIP, ce qui était logique, et plateau aussi. Donc voilà. Donc la baisse abrupte ou DIP,
qui m'ont mis en plongeon. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on aille vérifier. Des fois, on est obligé de réutiliser. On n'a pas vraiment la traduction en français, parce que des fois, en médecine, on n'utilise pas de traduction en français. Donc, on doit garder la traduction anglaise. Et effectivement, si j'avais voulu traduire Dieppe et plateau avec plongeon et plateau, pourquoi pas, mais ce n'est pas ce terme-là qu'on utilise en médecine. Donc, on est obligé, là, de ne pas traduire. Et est-ce que vous avez des mesures dans ces outils de fiabilité ? Alors, normalement, il me donne le pourcentage de fiabilité dans mon logiciel. Et est-ce que vous avez considéré que c'était intéressant de regarder comment ça variait ? Non, je l'ai pas. J'ai pas regardé. Il me donne pas la variabilité. Non, mais vous, parmi les erreurs que vous pouvez voir, effectivement, puisqu'il faut relire et on voit des erreurs, on pourrait savoir le degré de fiabilité des mesures qui sont proposées par les outils eux-mêmes, qui vous disent qu'ils sont extraordinaires. Au moins, on aurait quelque chose de rationnel à dire. Non, je n'ai pas fait. Donc, il y a beaucoup de choses en fait qu'on doit ajouter à ce système, mais il faut que l'esprit humain reste aux manettes. Donc, ça ne sera jamais parfait. Oui. Et donc voilà, ça, c'était quelques petits exemples que j'ai pris. C'est pas du tout pour dire de ne pas les utiliser, c'est juste pour dire de ne pas les utiliser sans les relire. Parce que pour moi, effectivement, notre profession va franchement dévier sur une partie plus relecture et vérification de ce qui a été donné en traduction par ordinateur. Alors, ce matin, on a parlé de traduire beaucoup de textes et d'essayer de traduire dans toutes les langues pour open source, pour ouvrir à tout le monde. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait, si on fait une traduction dans beaucoup de langues de textes, il faudrait qu'il y ait à chaque fois un relecteur dans la langue source qui puisse relire ce genre de traduction. Et la limite que moi je vois, c'est que ce serait parfait, dans un monde parfait, mais je pense qu'au niveau de la rémunération, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à payer des relecteurs, traducteurs ou ce que vous voulez pour relire toutes les open source qu'on aurait traduit, et qu'il y a plutôt tendance à donner la traduction telle que, sans relecture. Ce qui est un peu dommage. Enfin, à mon sens, c'est dommage de ne pas valoriser la relecture, qu'elle soit faite par un traducteur ou par un spécialiste d'ailleurs. Elle pourrait très bien être faite par un spécialiste, ce qui donnerait peut-être même encore plus de poids et de véracité à la relecture. Voilà, donc je laisse la parole à Sandrine si elle veut compléter. Il y a un point qui va tout à fait dans votre sens, si je peux me permettre, c'est la responsabilité qu'on a vis-à-vis du texte. Donc, je pense que c'est l'humain qui l'a. Donc, ça va avec le mérite de bien relire ces textes. Vous avez évoqué un certain nombre de problèmes qui sont conséquences de l'ordinateur. Est-ce que vous pourriez rapidement, avec quelques-uns des avantages que vous avez tirés par l'ordinateur ? J'imagine que depuis 5 ans, le monde a changé complètement. Oui, tout à fait. Les avantages, comme je les ai dit, c'est quelque part, il y a un gain de temps important aussi. Il y a, dans les erreurs que j'ai prises sur des textes qui vont faire plusieurs pages, vous avez une erreur ou 2 erreurs qui sont glissées dans 15 ou 20 pages. Après, il y a, si vous voulez, retravailler le texte pour qu'il soit plus agréable, mais si vous ne le retravaillez pas, vous allez avoir 1 ou 2 erreurs, pas plus. Donc, vous pouvez aussi très bien faire une relecture sans retravailler le texte, sans le rendre plus beau à la lecture, etc. Et ne repérer que les erreurs. Donc, vous pouvez gagner un petit peu de temps. En revanche, je ne suis pas persuadée qu'on gagne 30% ou 40% du temps. Je pense que c'est un petit peu moins pour l'instant. Peut-être parce qu'on ne sait pas encore suffisamment bien relire vite, donc on n'a pas l'habitude encore de relire autant de textes et qu'on avait plus l'habitude de traduire et de se relire.
Donc on a peut-être moins l'habitude, mais je pense qu'effectivement, il y a un gain de temps important. La deuxième chose, c'est qu'il vous propose des différentes traductions. Donc vous pouvez avoir un choix, vous pouvez ce que vous ne feriez pas, vous, si c'est votre traduction, vous n'avez que votre choix à vous. Là, il vous propose, donc vous pouvez choisir, peut-être qu'une proposition sera meilleure. Après, effectivement, sur des langues qui sont moins parlées, je pense que ça peut être un avantage aussi. Mais reste pour moi le fait qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui relise derrière. C'est vrai qu'un scientifique passe beaucoup plus de temps à relire, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que je vous dis que le temps n'est pas forcément gagné. Parce qu'on passe énormément... Enfin, moi, je passe énormément de temps à relire. Mais bon... Moi, j'avais juste une question sur les logiciels qui font ça. Est-ce que c'est vraiment dominé par certains ou est-ce qu'il y a une grande offre? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à développer des outils de ce type? Vous travaillez avec... combien il y a de systèmes? Nous, on parle de DeepL, par exemple. Voilà, DeepL, c'est un exemple. Mais combien il y en a d'autres? Oh, il y en a énormément. Je sais voilà, pas, c'est par dizaines. C'est par dizaines. Oui. Et ça, d'accord. Il y en a Il y a vraiment... des outils comme celui qu'a mentionné Florence, c'est-à-dire qui sont en ligne... Enfin, il y a beaucoup d'outils qui sont développés. Par exemple, si on travaille dans son propre éditeur, donc de TAO, dont je parlais, qui existe depuis 30 ans, on peut... il y a actuellement des modules qui sont développés qui, en plus de la TA, donc du moteur de traduction automatique, on peut ajouter un système qui va interroger une IA générative en lui disant le segment, la phrase précédente était traduite de telle façon. Dans la mémoire, il y a ça qui est approchant. Quelle serait la meilleure traduction? Alors, ça paraît très très long quand je le dis, mais c'est fait en quelques millisecondes. Et ça interroge aussi des moteurs de recherche ou des choses comme ça? Non, enfin, il y a aussi des utilitaires qu'on utilise depuis des années qui... moi, d'un clic de souris, je peux chercher un terme sur 5 ou 6 références en quelques secondes aussi. Donc tout ça, ça existe déjà et il y a donc l'offre est pléthorique, oui. D'accord. Je vous rends la parole. Bonjour, je m'appelle Jane McKinnon et je travaille dans une école de commerce, Neoma Business School, en tant que traductrice, relectrice. Et je voudrais vous poser déjà c'est passionnant de pouvoir vous entendre. Donc je partage beaucoup de ce que vous avez raconté toutes les deux. Je voudrais vous demander un phénomène qui m'arrive assez souvent, ce qui est un chercheur qui me demande de relire un texte et puis un article, et je m'aperçois qu'il l'a fait passer par DeepL. Et forcément, j'ai besoin de voir l'original, mais dans l'esprit du chercheur, il m'a écarté, il m'a épargné du travail. Et évidemment, ce n'est pas du tout la réalité parce qu'on s'interroge, on sent qu'il y a une espèce de vide dans l'usage du langage, dans le texte. Et c'est comme si c'est un message incompréhensible, mais on se rend compte que c'est parce que ce n'est pas vraiment le langage de l'auteur. Même s'il me l'a donné, je sais que ce n'est pas sa langue. Et je voudrais savoir si vous aviez rencontré ce type d'expérience. Ça arrive effectivement, c'est ce que je disais quand j'ai eu à traduire une fois un livre de l'anglais en français et, où je me suis aperçue que c'était pas possible que l'auteur ait pu écrire ça, et en fait ça avait été écrit en espagnol, traduit certainement
rapidement en anglais, je ne sais pas comment, mais rapidement en anglais. Et moi, on m'avait proposé de traduire en français le livre en anglais. Et je me suis aperçue que ce n'était pas possible parce qu'il y avait soit des tournures très bizarres, hein, soit carrément des erreurs, mais des erreurs médicales. Donc j'avais la chance d'avoir fait une formation dans la spécialité que je devais qui était dans ce livre. Donc je me suis aperçue des erreurs, mais c'est vrai que on s'en aperçoit et le fait d'avoir... Enfin, moi, je veux toujours travailler maintenant avec le texte source et pas du tout avec autre chose parce que le texte source, c'est vraiment la base, hein, sur lequel on peut se référer, même si on ne fait que de la relecture. On peut pas faire... Enfin, moi, j'imagine pas faire de la relecture d'un article sans avoir le texte source avant, pour être bien sûr que la relecture qu'on me demande est en adéquation avec le texte source. Mais bon, après, c'est chacun travaille comme ça. Mais c'est vrai que souvent, quand on ne travaille pas... Enfin, moi, je travaillais avec des maisons d'édition, donc j'avais pratiquement toujours le texte source. Mais des fois, quand on travaille avec certaines agences, on n'a pas de texte source. Et pour moi, c'est plus difficile. Okay. Je crois qu'il y avait encore une question, et puis après, on va avancer. Oui, je vais essayer d'être très rapide. D'ailleurs, ce n'est pas forcément des questions, c'est surtout des points que j'aurais voulu spécifier par rapport à ce qui était dit. Je suis Susanna Fiorini, je suis traductrice et aussi coordinatrice d'un projet justement qui aborde la question des technologies de la traduction et la communication scientifique. Nous avons fait des études, dont les liens, je pense, qui seront présentés dans des diapositives, enfin des présentations plus tard. Nous avons fait des évaluations, effectivement, de traduction automatique sur des assez gros volumes. J'ai dit assez gros volumes parce qu'effectivement, ce n'est pas si simple. Il faut des moyens, il faut de l'argent, il faut des ressources humaines pour les faire. Donc, ce n'est pas si évident de mettre en place des méthodes d'évaluation qui soient fiables. Ou alors, on doit se contenter des méthodes d'évaluation automatique qui laissent quand même un certain marge d'erreur aujourd'hui. Donc, voilà. S'il y a des possibilités d'étudier d'autres méthodes d'évaluation ou d'anticipation de la qualité de la traduction automatique, aujourd'hui, il n'y a pas, comme il n'y a pas eu de réponse claire, aujourd'hui, il n'y a pas encore quelque chose de vraiment satisfaisant. Donc, c'est peut-être une piste à suivre. Donc, dans nos évaluations, on a aussi vu que les chercheurs n'utilisent pas du tout la traduction automatique comme le font les traducteurs. On a soumis le même type d'exercice aux chercheurs spécialisés des disciplines et aux traducteurs spécialisés des disciplines. On a vraiment des attentes différentes vis-à-vis du texte qu'on est en train de produire. Les chercheurs ont bien sûr des compétences disciplinaires que les traducteurs ont moins, sauf des cas comme ça de reconversion. Donc, il a tout de suite le réflexe d'aller corriger peut-être la terminologie, mais il laisse passer peut-être d'autres imprécisions ou des petites choses qu'on pourrait remplacer, alors que les traducteurs ont peut-être plus de mal sur la terminologie, mais soignent beaucoup plus la forme. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, pour moi, c'est un peu réducteur de dire il faut que quelqu'un passe derrière pour relire. Peut-être que cette relecture est suffisante pour un chercheur. Les traducteurs, j'aurais envie de dire qu'on peut le laisser travailler au mieux le texte à l'aide de ces outils-là, parce qu'on les utilise déjà, sans qu'on doive forcément parler de pré-traduction et de révision derrière. Et une dernière réponse sur le nombre d'outils qui existent. C'est vrai qu'outils des TAO, enfin des traductions assistées et traductions automatiques, il y en a de plus en plus, y compris ouverts, alors qu'en IA générative, on n'en est pas là. Il y a très très peu d'outils et qui sont d'ailleurs dans les mains des puissants, on va dire. Donc, comme depuis ce matin, on parle quand même beaucoup de développement durable et de RSE et tout ça, je pense que c'est quand même des questions qu'on doit se poser, y compris par rapport à l'IA générative, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution ouverte sur lesquelles on puisse effectivement travailler de manière communautaire, etc. Voilà. Désolée si c'était un peu long. Non, merci beaucoup. Ça va faire un passage. Ah, il y a encore une question ? Oui, bon, allez, on les prend. J'ai une question également. Aux deux traductrices, je voulais vous demander quelle était exactement la part de la post-édition dans vos pratiques professionnelles, si ça s'y a évolué également, et si c'est... vous avez en partie répondu à la question, mais j'aimerais avoir un peu plus de détails, si c'est donc à votre propre initiative ou à celle de vos commanditaires. J'en profite également pour ajouter un petit complément. Les traducteurs et traductrices d'édition, on le sait par le biais d'enquêtes, notamment l'enquête de la TLF de 2022, donc
Association des traducteurs littéraires de France, et aussi d'une enquête qui a été faite par l'ATES récemment, dont les résultats n'ont pas encore été publiés. L'ATES, c'est l'Association pour la traduction des sciences sociales, que les traductrices et traducteurs d'édition sont très fortement opposés à la post-édition, qui est chronophage, rébarbative et beaucoup moins bien payée. En sciences humaines et sociales, par exemple, c'est en moyenne entre 30 et 50% moins cher qu'un travail de traduction. Voilà, je le précisais au passage parce que je pense que c'est important de savoir que ce sont pas forcément des traducteurs d'édition qui vont se jeter sur des travaux de post-édition. Merci. Merci. C'est bon, voilà. Moi, le sujet m'intéresse à titre personnel, mais je dois dire que je fais quasiment pas de post-édition pour des raisons purement financières. Voilà, donc, puisque tu as raison, on est payé 50% moins cher et en réalité, on gagne à peine 10% du temps si on veut rendre une traduction de qualité humaine. Parce que déjà, les dés sont pipés au départ, c'est-à-dire qu'on pré-traduit le texte et on veut que la traductrice, en étant payée énormément moins cher, rende un texte de qualité humaine. Donc, ça n'est pas possible. Donc, personnellement, je fais quasiment jamais de post-édition. C'est d'autant plus bête que je pense que ça n'est pas forcément réservé aux traducteurs les plus juniors, parce qu'on a vite fait de laisser passer l'erreur si on n'a pas l'habitude. Et donc c'est peut-être les plus seniors qui devraient faire ce travail-là, mais comme c'est très très mal payé, je ne voulais pas rentrer dans des considérations économiques, mais il faut bien quand même. Et donc voilà, donc ça c'est ma réponse personnelle, mais le marché... comme à l'arrivée de la TAO il y a 30 ans, a été phagocyté par les 10 premiers mondiaux, j'entends premiers agences de traduction, des intermédiaires dans notre métier, puisqu'on travaille beaucoup comme ça. Il y a quand même une grosse partie du travail qui passe par des agences de traduction. Et ceux-là ont choisi ce modèle économique et mettent la pression sur les prix et sur les traducteurs. Donc le marché ne se porte pas bien et beaucoup de mes consoeurs et confrères sont très inquiets. Voilà. Merci. Bien, je vais donner la parole à Xavier Leroy, qui va nous parler en tant qu'informaticien. Oui, ben merci. Donc effectivement, je suis informaticien, donc professeur de sciences du logiciel au Collège de France. Et mon domaine de spécialité, donc, c'est plutôt les langages de programmation, donc les langues artificielles, et certainement pas l'intelligence artificielle. Malgré tout, ce sont des domaines qui m'intéressent beaucoup, donc aussi bien l'intelligence artificielle moderne que les problèmes de traduction, pas juste des langues informatiques. Et donc oui, je suis très heureux d'avoir cette occasion de participer à cette journée. Et alors je m'étais dit que, enfin je savais qu'on allait beaucoup parler de traduction automatique. Donc, je m'étais dit que j'allais peut-être vous faire d'abord un petit historique, et puis essayer d'expliquer un tout petit peu les principes de fonctionnement qui ont beaucoup changé au cours du temps. Et puis je finirai un petit peu par mon expérience d'informaticien, en quoi peut-être les outils de traduction automatique peuvent m'aider, peuvent aider ma communauté. Alors, donc la traduction automatique, c'est un des plus anciens problèmes de l'intelligence artificielle, au même titre que la démonstration automatique de théorèmes ou la capacité à jouer contre des humains, des jeux de stratégie. Alors au début, c'était les dames, puis les échecs, puis le go, le poker, peut-être un jour. Mais ceci dit, la traduction automatique et le résumé automatique de texte, qui est une problématique reliée, ont aussi immédiatement beaucoup intéressé l'armée américaine, parce que pendant la guerre froide, ils avaient beaucoup de textes en russe, récupérés, alors soit normalement, soit par espionnage, et très peu de gens capables de les lire, ou de voir s'il y avait des choses intéressantes dedans. Et du coup, les premières tentatives de traduction automatique, ça commence vers 1955. Alors c'est extrêmement naïf, une traduction mot à mot, un tout petit dictionnaire, quelques règles pour réarranger les mots, et les résultats, bien sûr, sont très mauvais. Donc l'exemple qu'a cité Patrick tout à l'heure, je crois, date de cette époque. Donc on part de la phrase, une citation de la Bible, « The flesh is weak, but the spirit is willing ». Donc la chair est faible, mais l'esprit est fort. Et selon l'histoire, je ne sais pas si elle est tout à fait vraie, il serait ressorti du russe équivalent à « La viande est avariée, mais la vodka est bonne », ce qui vous donne une petite idée de l'inefficacité de la traduction mot à mot.
Et donc, très vite, on se rend compte que pour traduire, il faut au minimum comprendre la structure du texte source et la grammaire de la langue cible. Et du coup, on se tourne dès 1960 vers des formalismes grammaticaux issus de la linguistique générale, en particulier l'approche structuraliste développée à cette époque par Noam Chomsky et d'autres. Et là, je me permets une petite parenthèse pour parler de mon domaine. Donc, ces formalismes grammaticaux, en fait, ils vont connaître un très grand succès pour le traitement des langues informatiques. Donc, les langages de programmation de haut niveau dans lesquels nous, programmeurs, on écrit nos logiciels. Et en particulier, un traitement particulier qui est une traduction automatique qu'on appelle la compilation, qui consiste à produire automatiquement du code machine, les 0 et les 1 que la machine est capable d'exécuter, les circuits de la machine sont capables d'exécuter. Et donc ce problème de traduction, de compilation, pour les premiers langages comme Algol 60, c'était vraiment un défi majeur. Et ces formalismes grammaticaux, issus des travaux de Chomsky et d'autres, ont vraiment beaucoup aidé à le régler. Mais pourquoi ça marche pour les langages de programmation? Parce que ce sont des langues artificielles qui sont construites pour pouvoir être traitées par la machine, et puis ce sont des langues avec un domaine de discours tout petit. Alors rien de tel, bien sûr, avec la langue naturelle, et pour celle-ci, les approches grammaticales se sont heurtées rapidement à de gros problèmes. Alors un exemple, c'est, vous traduisez vers le français, donc vous devez produire correctement des accords, et pour faire ça, pour accorder les mots, il faut résoudre des coréférences. Si vous avez this dans le terme anglais, vous pouvez traduire par ce ou par cette, et pour savoir, il faut savoir à quoi fait référence this. D'accord ? Et autre exemple, autre problème typique, l'ambiguïté. Une même phrase peut avoir deux analyses grammaticales correctes et tout à fait différentes. Par exemple, time flies like an arrow. Donc le temps vole comme une flèche, donc le verbe c'est flies, mais ça marche aussi, on peut aussi lire ça comme like étant le verbe, et ça devient les mouches du temps aiment une flèche. Et c'est correct aussi. Et on voit bien que pour choisir la bonne analyse, et donc la bonne traduction, il faut une petite connaissance du monde réel, savoir que les mouches du temps, ça n'existe pas. D'accord ? Alors pour résoudre ces problèmes, et comme Patrick l'a évoqué tout à l'heure, la communauté du traitement automatique des langues se tourne dès les années 2000 vers l'apprentissage statistique, donc le fameux machine learning. Et donc au lieu d'écrire a priori des grammaires, des règles de transformation de texte, on essaye de les inférer automatiquement à partir d'un corpus de texte existant, généralement manuellement annoté, analysé, annoté et traduit. Et alors cet apprentissage, ça améliore considérablement les résultats, parce que cet apprentissage, il débouche sur une certaine connaissance du monde. Par exemple, que les mouches du temps, ça n'apparaît pas dans le corpus d'apprentissage, donc c'est vraisemblablement pas une construction valide. Mais il y a un effort gigantesque de construction et d'annotation des corpus qui est nécessaire et qui limite énormément l'applicabilité de l'approche. Et donc l'étape d'après, dans les années 2010, c'est les fameux réseaux de neurones profonds. Cette technique qui a fait faire des bonds en avant majeurs à de nombreux domaines de l'informatique à cette époque, notamment la reconnaissance d'images ou la reconnaissance de la parole. Et alors dans cette approche, on fait table rase, on oublie complètement les grammaires et tout autre formalisme. On voit les textes juste comme des suites de mots, voire de fragments de mots, parce que ça rentre mieux dans la machine. On entraîne un réseau de neurones sur des textes non annotés, récupérés sur le web ou ailleurs. Et on l'entraîne à répondre à des questions très très simples. Typiquement, quel est le mot suivant le plus probable? Par exemple, si on donne à un réseau de neurones entraîné un début de phrase qui est en raison de la grève, Pierre est arrivé en. Et le mot suivant le plus probable, ça va être retard, d'après le corpus. Alors ça pourrait être aussi en taxi ou en courant, un peu moins probable, mais bon, correct. En revanche, en dansant, par exemple, ça ne va pas arriver, d'accord, parce qu'on n'a jamais vu ça dans le corpus, donc probabilité quasi zéro que ce soit en dansant. Et maintenant, en répétant cette question, quel est le mot suivant le plus probable? Mot après mot, on peut faire produire par le réseau de neurones un texte à partir d'une amorce, un prompt. Donc je lui dis, en raison de la grève, Pierre est arrivé en, et puis il va me débiter une petite histoire avec des mots les plus probables. Et alors, c'est le principe de base de ces IA génératives comme ChatGPT, bien sûr avec beaucoup
d'améliorations en plus. Hein, alors, une des améliorations, c'est d'entraîner le modèle non plus maintenant sur des paires de phrases, qui sont traductions l'une de l'autre. Une phrase en français, une phrase en anglais, par exemple. Et du coup, lorsqu'on donne au modèle les mots un à un en français, peuvent sortir les mots les plus probables en anglais. Et c'est ça qui permet de faire une traduction qui, d'une certaine manière, est mot à mot, mais aussi prend en compte toute l'histoire, tout ce qui précède dans le texte. Donc, voilà. Et c'est ça la base des systèmes de traduction automatique modernes, donc on a déjà mentionné le fameux DeepL, Google Translate et de nombreuses variantes. Et alors on a aussi parlé donc de ChatGPT. C'est vrai que ChatGPT n'est pas spécialisé en traduction, mais a quand même été entraîné sur des données multilingues, donc il a des capacités multilingues aussi. Même si j'arrive pas trop à comprendre comment il peut arriver à faire des traductions, par exemple, alors qu'il n'est pas du tout spécialisé pour le faire. Bref. Alors, quid des résultats ? Je les trouve quand même impressionnants, surtout quand on a connu les générations antérieures de traduction automatique. On est loin de la viande avariée et de la vodka qui est bonne. Hein. Ce qui m'impressionne peut-être encore plus, c'est que ces systèmes à base de réseaux de neurones n'ont aucune connaissance a priori sur la langue naturelle. On ne leur a pas donné de grammaire, on ne leur a pas donné de dictionnaire, on ne leur a pas donné, en général, de glossaire. Et tout ça, ça devient des propriétés émergentes de l'apprentissage. Bon. Donc ça, c'est le côté extrêmement positif. Maintenant, il y a aussi d'énormes limitations, et on en a parlé longuement tout à l'heure. Ces traductions fournies par Google Translate ou par DeepL n'ont pas de valeur littéraire, sont un peu artificielles. Enfin, on sent bien que ce n'est pas tout à fait un humain qui a assemblé ces morceaux de phrases, contiennent parfois des erreurs, même des contresens, des hallucinations parfois, et aussi sont très sensibles aux biais qui ont pu être présents dans les données d'apprentissage. Je vais donner quelques exemples ensuite. Mais je pense quand même que ces outils sont déjà utilisables en pratique dans de nombreux contextes par des gens qui ne sont pas des traducteurs professionnels, tels que des chercheurs, des scientifiques. Donc, dans mon travail d'informaticien, de chercheur en informatique, on s'est résolu, disons, à ce que toutes les publications en revue et les communications en congrès des résultats nouveaux soient en anglais. Bon, le domaine a été initié par les États-Unis et par la Grande-Bretagne, et ça a laissé une trace sans doute définitive sur les langues utilisées. Après, il arrive, on rencontre parfois des textes dans d'autres langues qu'on a besoin d'utiliser. Je me suis souvenu, il y a 25 ans, j'étais dans une start-up et on était tombé sur un brevet en allemand qui semblait pertinent pour ce qu'on fait. Et puis personne dans l'équipe ne lisait l'allemand. Évidemment, aujourd'hui, ça ne poserait plus problème. Et on parle aussi, par exemple, de l'émergence de revues chinoises qui accepteraient des articles en chinois, voire n'accepteraient que des articles en chinois. Et si ça arrive, et si nous on veut suivre, la traduction automatique sera quand même très utile, ne serait-ce que pour avoir une idée de ce qu'il y a dans le texte, et quitte à ensuite la faire traduire par un professionnel. Et juste une remarque, il y a aussi une marque de l'anglais dans les langages de programmation eux-mêmes. Oui, c'est vrai. Après, bon, c'est juste quelques mots-clés. Mais oui, les mots-clés et la syntaxe sont plutôt inspirés par l'anglais, oui. Mais là où je vois peut-être... alors oui, donc ok, pour publier un résultat nouveau, on va l'écrire en anglais. Ceci dit, on peut quand même se faire aussi aider par certains de ces systèmes. Les mêmes systèmes qui proposent différentes traductions peuvent aussi proposer différentes réécritures plus idiomatiques, et je trouve que c'est utile pour améliorer un texte. Bon. Là où j'ai le plus gros espoir pour ces outils, en revanche, c'est plutôt... pour des textes de référence, donc des ouvrages de référence, des notes de cours, des vidéos pédagogiques, etc. Je trouve que quand on est en train d'apprendre quelque chose, quand on est encore étudiant, l'obstacle de la langue s'ajoute à l'obstacle de l'apprentissage, et ça peut vraiment dégrader considérablement les résultats de nos étudiants quand on leur inflige des cours en anglais, une langue qu'ils ne maîtrisent pas bien, et surtout quand c'est un orateur francophone et qui parle mal anglais. Là, la qualité de l'enseignement souffre énormément, et je pense que
Donc c'est bien d'avoir des textes de référence qui ne soient pas tous en anglais, qui soient aussi en français, en espagnol, en chinois, en japonais. Et c'est bien d'avoir des cours en ligne, par exemple, qui soient multilingues. Et ça, c'est un problème qu'on se pose beaucoup au Collège de France. Donc tous nos cours sont enregistrés et mis en ligne. C'est même la principale production du Collège de France, environ 800 à 1000 heures de contenu nouveau par an. Et alors on enseigne en français, parce que c'est la tradition du Collège de France, et parce que je pense que c'est un choix très raisonnable. Si nous n'enseignons pas en français sur le web, qui va enseigner en français sur le web? Après, ça fait grincer des dents certains collègues qui voudraient quand même que leur postdoctorant chinois soit capable de suivre leurs cours. Et je pense que... alors, la traduction automatique aujourd'hui n'est pas tout à fait au niveau, d'autant plus qu'il faut faire de la reconnaissance de la parole, et ainsi de suite. Mais je mets vraiment de gros espoirs dans ce type de traduction, transcription et traduction automatique, même si le résultat n'est pas parfait, donc pour toutes les applications pédagogiques. Et alors, juste pour finir, donc j'avais promis de revenir sur quelques limitations, et en particulier donc, les problèmes liés au corpus. Donc, un système appris par apprentissage automatique ne peut pas être meilleur que le corpus dont il part. Et ça pose des problèmes parce que des corpus bilingues de qualité, il n'y en a pas tant que ça. Alors, une référence extrêmement utile, ce sont les textes de la Commission européenne, enfin de l'Union européenne. Il y a beaucoup de textes qui sont très très bien traduits dans les 6 ou 7 langues de travail de l'Union, je crois. Et puis après, il n'y a que 3 langues de travail. Bon, les 3 langues de travail de l'Union, et puis après, les autres langues ensuite des pays membres. Le problème, c'est que c'est un certain registre de discours. C'est une langue essentiellement administrative. Et par exemple, dans les documents de la Commission européenne, si vous avez a chair, généralement, ça n'est pas une chaise. C'est a chairman, a chairperson, a chairwoman, a chairman. Donc c'est plutôt, ça va être traduit par président ou présidente, et pas par chair. D'accord. Donc un exemple. Et oui, et un autre exemple. L'informatique, par exemple, ou les sciences en général, mais l'informatique en particulier, il y a très peu de textes qui parlent de sciences informatiques en français. D'accord ? Et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à apprendre. La terminologie technique, en particulier, comment bien traduire la terminologie anglaise établie, c'est pas évident, d'autant plus que même souvent la terminologie française n'existe même pas. Dans mes cours au Collège de France, je passe une partie de mon temps à inventer des terminologies françaises pour des notions que je n'ai vues qu'en anglais dans des articles de recherche. Alors nos collègues québécois sont meilleurs que nous. Et effectivement, ils font un meilleur travail de construction de corpus, comment on appelle, de glossaire. Voilà, je vous remercie. Mais c'est un peu une course aussi à la nouveauté. Les nouveaux mots arrivent régulièrement et ils arrivent en anglais. Alors, une autre situation à problème, c'est les langues rares. Ceci dit, oui, l'informatique en français, c'est une langue rare. Mais bon, il y a aussi d'autres langues rares. Alors, pas rares au sens où il y a peu de locuteurs, rares au sens où il y a peu de documents écrits et traduits. Typiquement, toutes les langues africaines, toutes les langues amérindiennes, et même certaines petites langues européennes. Dans ces langues, il y a un problème bien connu qui est l'effet Bible, au sens où souvent le plus gros texte disponible dans la langue en question, et aussi en anglais ou en français, c'est la Bible, qui a été traduite par des missionnaires au 19e ou 20e siècle, d'accord. Et du coup, le vocabulaire de la Bible tient une place prépondérante dans le réseau de neurones qui est entraîné. Et du coup, quand il fait une traduction vers l'anglais ou vers le français, il y a des tournures bibliques qui sortent automatiquement. On a l'impression de lire King James. Enfin, bon, bref. Ce qui est un peu étrange. Et voilà. Et ça, c'est inévitable, vu le corpus dont on parle. Voilà. Écoutez, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Et donc, oui, je reste très curieux de voir comment le domaine va évoluer. Parfois, j'ai l'impression... Enfin, l'évolution récente, c'est toujours plus de puissance de calcul pour l'apprentissage et toujours plus de textes dans l'entrée. J'ai l'impression qu'on va atteindre des limites.
sur la quantité de texte disponible. Une fois qu'on a avalé tout le web et puis encore quelques autres documents, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il y a aussi des limites sur la puissance de calcul. On consomme des gigawatts d'électricité pour entraîner un grand modèle de langue. C'est un coût écologique significatif. Mais j'espère qu'il y aura un nouveau bond, un nouveau changement de paradigme, comme il y a eu un changement de paradigme des grammaires vers les grammaires probabilistes, puis des grammaires probabilistes vers les réseaux de neurones. Et je suis très curieux de voir quelle sera la prochaine étape. Voilà, je vous remercie. Bonjour, merci pour ces discussions fort inspirantes. Alors, juste pour résumer d'où je viens, en fait, moi je suis chercheur en intelligence artificielle. J'ai fait ma thèse en 92 avec des réseaux de neurones. Les neurones, la première modélisation, ça date de 1937. Vous voyez, le neurone formel qui est à la base de ces réseaux actuels. La propagation du gradient, c'est toujours utilisé, c'était 1987. Rien de nouveau. Après, il y a eu un hiver parce qu'on n'avait pas la puissance de calcul. Donc moi, ça me mettait un mois sur un VAX pour faire de la reconnaissance de parole, passer du signal audio au phonème. Et donc, dans mon laboratoire, on m'avait dit il faut abandonner cette technologie. Voilà. Donc à l'époque, travailler sur beaucoup de données, c'était sale, hein, c'était pas payé non plus. On ne trouvait pas de moyens pour collecter beaucoup de données. Maintenant, c'est le pétrole. Quant aux mathématiques qui sont dans ces usines à gaz actuelles, qui sont ces réseaux de neurones, c'est des petites mathématiques qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt de la part des grands mathématiciens pour cet objectif. Maintenant, les statistiques, c'est le Graal, et on va aller chercher beaucoup plus loin. Et on a besoin des mathématiciens d'ailleurs. Bon, pour résumer, c'est pas nouveau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand même depuis? C'est 2010, effectivement, où on a une puissance de calcul et on peut faire du deep learning, c'est-à-dire beaucoup de paramètres, beaucoup de données, et là, on a une puissance de calcul qui permet d'avoir un résultat, non pas en un mois, mais en quelques heures. D'accord ? La deuxième grande transformation, c'est un article de Google DeepMind qui est fait par quelqu'un qui s'appelle Ouazani et d'autres, qui parle de l'attention. Attention is all you need. Alors c'est ça que j'aimerais bien préciser. C'est-à-dire que, et là aussi c'est pas nouveau, le principe linguistique a été énoncé par un chercheur américain en 1957. Alors vous savez que le Graal en linguistique, c'est d'aller chercher la sémantique, le sens des mots. Okay ? Donc on fait des ontologies, les humains rament pour en faire des de plus en plus complexes. Alors rame, c'est pas un joli mot, mais disons, mettre beaucoup d'énergie pour faire ça. Et c'est toujours c'est toujours nécessaire d'en faire d'autres dès qu'on change de tâche, d'application. Donc on voit bien que c'est compliqué. Et ce qu'apportent ces systèmes LLM, les Large Language Models actuels, et les algorithmes qu'on utilise, c'est justement de trouver des astuces pour créer une sorte de plongement sémantique, ou d'autres disent plongement lexical, pour un mot qui va encapsuler, qui va mémoriser, c'est ça le modèle, les contextes majeurs dans lesquels on voit un mot. Alors je reprendrai un autre exemple que le vôtre, parce qu'en fait, si on a plusieurs stratégies algorithmiques, non pas seulement d'aller chercher à prédire le suivant, mais de temps en temps, on prend une phrase, on enlève un mot, et on veut prédire ce mot grâce à ce qu'il y a avant et après, et en traduction, on va plus loin, on fait ça, de la prédiction du mot suivant, mais en ayant l'autre langue alignée, vous voyez, la langue de source qu'on veut traduire. Donc ça pilote encore mieux. Et donc, si je vous dis, par exemple, le petit tatata boit du lait, tout le monde pense à chat, chien, enfant. On a plusieurs informations qui arrivent, mais on voit bien que le contexte, et ce que dit ce Phipps, donc cet Américain, il dit, on connaît les mots grâce à leurs voisins. Fondamentalement, c'est ça. Et donc, la grande puissance de cette machine, c'est par rapport à ce qu'on connaissait avant, les modèles Markov, bigramme, trigramme, où déjà on allait chercher en fait des contextes des mots précédents pour essayer d'avoir une meilleure modélisation du sens. Et bien là, on peut le faire avec des contextes très lointains et pas successifs. Si je vous dis la pomme verte, je mange une pomme verte, eh bien pomme et vert va sûrement se retrouver de nombreuses fois dans mon énorme corpus qui contient plein de données. Donc ça va être monté comme étant deux mots qui sont contextuellement forts. Mais par contre, manger vert, ça sera très, très bas.
Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est auto-construit. Il n'y a plus besoin d'annoter le corpus. On prend un énorme corpus de données et on calcule avec une puissance incroyable, finalement, une représentation des formes qui sont dans un lexique, qui peuvent faire des millions de formes, avec un plongement de 1024 paramètres ou plus. Donc, on vectorise, on transforme ces mots dans des vecteurs mathématiques qui contiennent en fait les autres mots qu'on aura vus de façon la plus fréquente dans le corpus, avec des positions. Une fois qu'on a compris ça, on en voit les limites. C'est-à-dire que ça dépend évidemment des corpus qu'on a mis en entrée. Il y a beaucoup de paramètres à comprendre dans ces systèmes, et ça va produire et générer la suite de votre prompt. D'accord ? Et ça, on aura l'impression que c'est effectivement humain. Plus de fautes d'orthographe, ça précise vraiment les choses de façon assez correcte. Et pourtant, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un lexique qui n'est pas un lexique de mots, pour la plupart du temps. Ce sont des entités en dessous du mot, 3,5 caractères. Donc ça n'a plus rien à voir, si vous voulez, ni avec un préfixe, un suffixe, etc. Donc la tokenisation, ce qu'on appelle la tokenisation, qui va chercher ces tokens, ces unités minimales qui sont dans le modèle, elle fait un travail qui est lié au corpus. Et donc je ne maîtrise pas forcément comment ça a été fait dans les différents systèmes. Quand je mélange plusieurs langues, donc ça veut dire qu'un morceau d'un, je sais pas, deux, par exemple, qui serait arrivé dans une langue ou une autre, pourrait servir à construire les mots que je vais produire. Moi, je serais très intéressée pour savoir la puissance d'utilisation de certains termes qui sont dans le lexique quand je produis dans une langue différente. Donc ça, ce n'est pas de la traduction, je m'éloigne un peu, mais en tout cas, ça peut être intéressant de comprendre ces mécanismes. Or, on n'a aucune recherche là-dessus. Et je pense que le côté dramatique de ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on méconnaît totalement la façon dont sont faits ces systèmes. Pour beaucoup, dans les systèmes précédents, il y avait cette histoire de traduction pivot. C'est-à-dire que tout texte qui arrivait dans une langue peu dotée, ou pas assez dotée, où on ne faisait pas l'effort, était traduit en anglais, et ensuite en anglais dans une autre langue. Donc vous pouvez parler du danois à l'espagnol en passant par l'anglais. Donc il y a une répercussion politique, culturelle. Comme vous l'avez très bien dit, Barbara, il y a aussi des idiomes qu'on ne peut pas traduire d'une langue à l'autre. Il y a énormément de choses qui sont liées à notre culture, qui n'est pas seulement dans le contexte des mots. Donc il est important de comprendre que quand on fait ça, il y a une manipulation politique. Je voudrais bien savoir qui travaille en France sur ces sujets, pour aller regarder effectivement l'impact de ces grands corpus qui vont mélanger plein d'informations. Quand j'utilise en ce moment donc un de ces larges langages modèles pour faire de la détection de sentiments, eh bien je vois qu'il y a du chinois. Il y a 10 000 tokens à un caractère en chinois. Qu'est-ce que ça vient faire dans ce système ? Ce n'est pas transparent. On met des choses en open source sans assez données d'informations sur comment ça a été construit, à partir de quelle base de données et comment ça peut être évalué. Donc nous avons des petites bombes comme ça, mises à droite à gauche, permettant de générer du texte. Quelle va être l'incidence de cela ? On va générer des traductions fausses, approximatives, des articles scientifiques approximatifs, de l'histoire approximative. Qu'est-ce que ça veut dire sur notre histoire et nos connaissances ? Ce ne sont pas des connaissances qui sont manipulées dans ces machines. Parce que vous voyez bien qu'à l'intérieur, c'est un jeu de Lego. Ça n'a plus rien à voir avec des concepts. Alors certes, il y a certaines émergences quand vous mettez beaucoup de données qui vont arriver. Mais là encore, c'est lié au choix des données aussi. Et puis, si vous regardez d'un peu plus près ces systèmes, il faut les évaluer, vraiment, sur des concepts qui sont les nôtres, par exemple, des concepts temporels. Hier, aujourd'hui, demain. Essayez un peu avec ChatGPT. Vous verrez, il est totalement perdu. Ça n'a aucun sens pour lui. De la même façon, la spatialité. Okay ? Je suis dans un espace, moi, avec un corps, et donc j'ai une réalité qui est spatiale. La machine n'en a pas. Elle apprend du numérique à partir de la Bible, de tout un tas de trucs qui sont écrits, mais ça n'a aucune réalité. Le chat, Google a beau apprendre ce que c'est qu'un chat, il ne sait pas que ça ronronne et ça griffe. Donc c'est hors propos, hors sensation corporelle, hors une grande quantité de ce qui fait notre humanité. Or, on nous dit on va faire des super-humains grâce à ces systèmes capables à la fois de traduire et de produire tout un tas de choses. C'est totalement faux. Cette machine, elle peut mettre un truc très grand dans un truc très petit, vous dire de sauter par la fenêtre ou sauter d'un tabouret, c'est la même chose. Donc il n'y a aucune intention, aucune émotion à l'intérieur, aucune intelligence. Ce ne sont que les productions de succession les plus probables. Et encore, on vous leurre. Quand vous avez utilisé ChatGPT 3.5, il y a un petit mécanisme qui fait qu'on peut choisir si on va prendre le mot qui suit le plus probable ou parmi les N plus probables.
Vous voyez, ça s'appelle la température, ce truc-là. Et donc, si je ne mets pas à 0, ce qui était le cas dans le chat GPT 3.5, eh bien, j'ai le système qui est capable d'inventer, créer quelque chose d'un peu approximatif, alors qu'il peut vous donner l'impression que ce système est intelligent, puisque à chaque fois que vous allez lui poser les mêmes questions, il va diverger. Et je pense que c'est aberrant de ne pas donner ces informations à tout le monde. Le seul qui a fait ça, c'est Microsoft avec Bing, qui mettait au-dessus 3 petits boutons, pas créatifs, peu créatif et très créatif. C'était la température. Quand mes étudiants ils sont en train de travailler sur une IA générative qui va produire un texte de droit, par exemple, ils testent la température, ils me disent très fiers, on a testé entre 0,2 et 0,7. Je dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Non. On manque totalement de compréhension de ces systèmes, d'éducation, d'outils pour savoir comment on fait, d'évaluation quand on parle de traduction. Donc je pense qu'il y a là matière à réfléchir. Cette machine ne fera jamais 0 erreur, puisque fondamentalement, elle ne fait que imiter l'humain en produisant la surface des mots sans aucun concept de raisonnement à l'intérieur de cette machine. Elle paraît quelque part intelligente, elle ne l'est pas. Et c'est fabuleux parce qu'on se fait totalement avoir. Dès qu'on a compris ça, on dit « Est-ce que vous êtes poli d'abord avec ChatGPT ?» Non. Non, vraiment pas. Bon, eh bien, il faut l'être. Article du MIT nous disant « Plus on est poli avec la machine, mieux elle répond. » Pourquoi? Parce que les données qui sont à l'intérieur sont des données de personnes polies. Je lis dernièrement un article venant de confrères chinois qui disent on rajoute au prompt, parce que sachez que quand vous apprenez, on vous dit faire des prompts, c'est un nouveau métier, tout, il faut bien comprendre comment ça marche cette machine. Parce que lorsque vous faites des prompts avec certains de ces systèmes, eh bien ils insèrent des tokens artificiellement, ils peuvent insérer des petits bouts. Alors ce que j'avais vu comme test dans ce fameux article, c'était des petits bouts polis, émotionnels. Merci machine, donne-moi ça, des trucs bizarres quoi, qui sont rajoutés par le système lui-même, qui pour nous sont invisibles et qui permet au système de répondre mieux. Donc attention, nous ne sommes pas outillés, on n'a pas cherché à nous éduquer sur ces systèmes. Quand ChatGPT est arrivé, c'était un hold-up de nos données déjà. Donc on n'a pas de données en français, il faudrait quand même qu'on construise des fameux systèmes qui puissent collecter des données comme ça, sans qu'il y ait un problème. Donc ce sont vraiment des champs de recherche qu'il faut absolument pousser, parce que pour l'instant, on a vraiment des limites. Alors, je vais répondre à votre rêve de savoir quelle va être la prochaine étape. Merci. Si tant est que ça puisse marcher. Alors, en ce moment, on est plusieurs à dire... C'est quand même assez limité, ce qu'on est en train de faire avec des LLM, malgré le fait que ça imite pas si mal, qu'on soit un peu en extase devant les résultats. Et il y a plein de biais dedans, on vient d'en énoncer. Vous avez énoncé le biais Bible, là. Moi, je dirais, il y a le biais anglais-africain. Enfin, on a donné à des petites mains le fait de faire ces fameuses questions-réponses pour améliorer les systèmes. On retrouve du vocabulaire qui est peu usité aux États-Unis et en Angleterre, qui vient d'un vocabulaire qui est parlé plutôt en Afrique, qui parle anglais, afrikaner. Okay, donc c'est quand même, ça veut dire que ce vocabulaire-là, il a un impact. Vous voyez, donc de la même façon que vous avez vu sur certains aspects, il y a un impact de ce que l'on utilise. Alors, les limites, on en est sûrement au balbutiement de tout ça, parce qu'on n'a pas créé une machine intelligente, on a créé une machine capable d'imiter avec fulgurance, donc ça va très vite, ça calcule très vite, ça engrange beaucoup de données. Une fois qu'on l'a fait, on le met sur étagère, qu'est-ce qui se passe? Avec les mots nouveaux, il va se débrouiller un peu, parce qu'on a des puzzles à l'intérieur, mais grosso modo, on va le remettre à jour un peu de temps en temps, et on va sûrement le préciser aussi, parce que ça coûte beaucoup. Moi, je suis pour du rich data et pas du big data, c'est-à-dire sélectionner les données en fonction de ce qu'on pourrait en faire de plus large. Alors la personne qui, comme moi, pense, et il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça, qui pense que ces systèmes c'est les premières étapes de ce qu'on pourrait faire, c'est-à-dire que nous, on a trouvé ça révolutionnaire, mais d'un point de vue algorithmique, ça ne l'est pas tant que ça. Ce sont les gens qui travaillent avec Yann Lequin, qui prévoient en fait un système qui, justement, aurait plus les limites de l'apprentissage sans corps. Donc, l'idée, c'est qu'il faut apprendre en étant situé quelque part, la perception qu'on a de l'environnement, un peu avec l'idée qu'on va non pas apprendre à imiter, mais apprendre à apprendre. Donc, apprendre à raisonner. Donc on rajoute dans la machine des émotions internes pour qu'elle soit satisfaite ou pas, ou qu'elle ait des désirs, ou des choses comme ça,
On peut les modéliser de façon assez simple, de plus en plus compliquée. Et l'idée, c'est que cette machine, elle résonne dans l'interaction où elle est, avec ce qu'elle perçoit, pour décider. Et que peut-être elle ait des intentions. Donc on rentre dans un système qui est complètement différent, avec un apprentissage au fur et à mesure, en fonction de ce que perçoit la machine. Bon, c'est un rêve de chercheur ou c'est une réalité? En tout cas, c'est l'idée que ces limites qui sont que la machine a appris sans corps, elle n'a pas de sens commun, elle ne sait pas que le soleil est là, voilà, rien d'inné, et pas de sens commun, pas d'esprit spatial, pas d'esprit chronologique, serait donc là pris en charge par la machine qui est située quelque part. Alors vous allez me dire, ça va être lent. Oui, mais les machines sont en réseau. Donc elles peuvent apprendre et partager des choses. Moi j'ai un projet comme ça pour une ANR. Donc voilà, tout ça est en train de se faire. Je n'ai pas dit que ça va marcher demain, mais ça peut marcher dans une petite dizaine d'années ou avant, et on serait surpris de voir à quel point apprendre comme l'enfant, hein, c'est ça l'idée de Yann Lequin, c'est-à-dire qu'il va mettre sa main pour toucher et c'est chaud, donc il la retire, il a appris tout de suite à assimiler cela. Et donc, on ne va pas forcément mettre les mêmes capteurs sur un robot, mais peut-être que ça a un intérêt. Alors maintenant, revenons à des choses de plus sensées. Parce que c'est intéressant en soi, mais pourquoi diable voulons-nous recopier l'humain? Pourquoi diable aller aussi loin? Effectivement, déjà, pour la traduction, on peut avoir des apports intéressants. Même si ces machines font des erreurs, si on outille un peu et si on construit des communs autour de ces outils, c'est-à-dire des partages, finalement, des bonnes façons de l'utiliser, des erreurs systématiques que font les systèmes, voilà, il faut se créer des plateformes pour tout le monde de la traduction, qui soient capables de partager, de s'enrichir et de construire des objets qui soient plus adéquats. Les systèmes DeepL, moi quand je traduis, ils font des choses encore pires que ce que j'ai vu. Ils changent ce que j'ai demandé de traduire, vous voyez. Ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à le traduire, donc ils vont changer mon texte d'origine. Vous n'avez jamais vu ça? Bon, alors ça va jusqu'à une manipulation forte. Bon, j'ai pas dit qu'il fallait monter en guerre contre ça. Je dis juste que c'était surprenant. Mais donc, ces outils ont des limites. Ces limites, il faut les apprendre par métier, par verticale, et se doter de nouveaux outils et se doter de communs, de façon commune d'évaluer, de façon commune d'apprendre à aller plus vite, de façon commune de comprendre les vraies utilités de ces machines. Et moi, si demain je vais écouter le pape avec des oreillettes et qu'il parle en latin, je comprends tout, et que mes collègues à côté qui sont suédois, africains ou n'importe quel pays comprennent les mêmes mots que moi, je serais ravie. C'est la Pentecôte. Ben oui. Ah oui. Donc croyons au miracle ou pas, en tout cas c'est intéressant de continuer dans cette direction avec... On y a été vraiment en fait, c'est pour ça que je me suis permis. C'était une application que j'ai trouvée fort intéressante. Donc on a été vraiment au Vatican pour en parler. Donc c'est extrêmement intéressant de continuer, mais de ne pas continuer seul en se disant ça y est, on va être moins bien payé, on prend notre travail, etc. J'aimerais bien vous raconter quand même un test que j'ai lu, qui est un test de BCG, avec ses consultants. Donc c'est pas de la traduction, mais c'est le rapport qu'on a aux outils. Donc 750 consultants, ils travaillent sur le marketing, 18 tâches différentes. Une tâche, c'est de trouver un nom de produit. Une autre tâche, c'est de trouver comment on va le vendre. Une autre tâche, c'est de négocier. Enfin, 18 tâches de niveaux différents. Parmi les 750 personnes, il y en a la moitié qui vont utiliser ChatGPT 4, l'autre moitié qui ne vont pas l'utiliser pour les mêmes tâches. Résultat, et ils sont tous évalués au départ par un test propre à BCG. C'est fait avec Stanford. Voilà. Et donc ensuite, 3 résultats. Premier, tous les gens qui ont utilisé ChatGPT 4 ont rendu un meilleur travail, plus rapidement et finalement assez large, dans les possibles. Deuxième chose, ceux qui étaient moins bien évalués dans l'évaluation qu'ils avaient fait avant, sur des compétences que je ne vous raconterai pas là, mais que vous pouvez imaginer, ils étaient aussi bons que les autres, peut-être avec moins de spectre de créativité. Troisième résultat, tout le monde, au bout d'un certain temps où la machine a bien répondu, le considère comme quelque chose qui répond tout le temps bien. Donc on baisse la garde, et c'est son compagnon assistant qui, par paresse ou par habitude, devient quelque chose qui répond tout le temps bien. Et c'est là où je voudrais vraiment alerter, c'est qu'à chaque fois, c'est comme quand vous lancez un dé,
Il y a une partie de hasard dans tout ça, qui est liée au corpus, qui est liée... On n'a pas mathématiquement encore les preuves qu'on peut arriver à quelque chose de tout à fait vrai à chaque fois. Il n'y a aucun contrôle de véracité dans tout ça. Donc, à chaque fois que vous utilisez ce système, il faut considérer que ça peut être faux. Il n'y a pas de source, il y a des erreurs de tout acabit, des ajouts, etc. Donc, il ne faut pas baisser la garde. Donc, je dirais qu'il faut apprendre quand même la majorité des fois où ça répond bien, mais quand même rester vigilant. On a fait la même chose avec des étudiants à la Sorbonne, et là c'est encore pire, vous allez voir. C'est que eux, ils ne sont pas formés à travailler avec ces ChatGPT là. On leur a mis dans la main, on leur a fait passer des tests mathématiques, expression écrite, compréhension écrite, logique, différents types. La machine est bonne dans certains, l'humain est meilleur dans l'autre. Le résultat qu'on a eu et qu'on va essayer d'avoir en plus grandeur, avec plus d'étudiants, c'est que certains répondent bien à l'écrit sans la machine, et ensuite ils font les tests sur machine et ils changent d'avis. Alors, notre rationalité d'humain, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire qu'on soit capable de rester conscient de la valeur de notre pensée, de la valeur de nos choix, et que la machine ne soit pas là pour finalement apporter une espèce de voix qui domine. Et je crois que le principal problème, c'est ce principal problème de responsabilité. Si vous n'écoutez pas la machine, peut-être que dans le monde médical, de la même façon, j'ai le même exemple dans le monde médical, pour les radios, si on utilise ces outils, ils ont une acuité plus forte que le radiologue, mais comme il a 30 ans de métier, par exemple, il va être capable de dire, là, c'est un faux positif, la machine fait des erreurs, pas les mêmes que les nôtres. Et par contre, ce que me disait ce médecin, il me disait, mais les jeunes qui arrivent de médecine, ils n'ont pas cette capacité, pas ce background, et ils ne décident pas toujours par eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont demander en plus, là? Des biopsies, il y a de l'anxiété pour les patients, et c'est un coût pour la société. Donc, cette partie de responsabilité sur le choix qu'on doit faire dans des cas comme ça, il faut qu'on trouve un moyen de le prendre collectivement, je pense, ou en tout cas d'avoir des assurances sur la façon dont on va décider, avec cette possibilité que ce soit l'humain qui décide, alors que la machine a dit autrement. Merci. Moi, j'aurais juste une remarque. Est-ce que c'est pas aussi des fois que, quand on parle d'intelligence artificielle, on met quelque part dans cette forme d'intelligence supposée quelque chose qui n'est pas forcément ce qui est vraiment observé chez les humains, parce que les humains se trompent. Et d'une certaine façon, quand on dialogue avec ChatGPT, enfin moi c'est mon expérience, le fait qu'on ait l'impression de dialoguer avec quelqu'un, enfin, ça renvoie à des réponses. D'une certaine façon, on peut développer une empathie qui laisse croire ce qu'on nous dit, alors que, bon, enfin, je dirais, une conversation de bistrot, ça serait un peu pareil. On ne sait pas à qui on a affaire. Il y a des gens qui nous disent tout et son contraire. Il y en a certains, on les croit, il y en a, on les croit pas. Et c'est des formes d'intelligence humaine dans un sens élargi, mais je veux dire, il y en a qui disent des choses vraies, d'autres qui disent des fausses choses. Là, c'est justement l'imaginaire qu'on a par rapport à cette machine, où on nous a dit, elle est exceptionnelle, et elle va devenir plus intelligente que les humains. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce marketing-là qu'il faut contrecarrer. Voilà, ok. Le micro arrive. Merci. Oui, moi, je me pose toujours des questions sur l'IA générative, parce que je me demande s'il n'y a pas une contradiction entre le fait de dire, parce que c'est ce qu'on dit, que la machine imite l'homme. On sait que la machine ne comprend pas, elle manie des symboles, mais ne comprend pas. Et le fait d'envisager que la machine puisse apprendre en fonction de ce qu'elle perçoit, parce que pour moi, la contradiction, elle est dans le fait qu'on utilise constamment des mots et la plupart du temps des verbes, dont le sujet, normalement, doit être humain. Comprendre, écouter, percevoir, même traduire. Et puis ça, c'est quand même c'est un problème, parce que les êtres humains, ça confirme ou ça conforte l'imaginaire que la machine comprend ou apprend ou perçoit, ou qu'elle va devenir comme un être humain. Et puis ça génère ce syndrome de, je ne sais plus comment il s'appelait, celui qui avait expérimenté avec Effet Elisa. L'effet Elisa, voilà, Weizenbaum.
Non, mais vous avez tout à fait raison. Donc moi, le travail que je fais dans ma chaire, c'est sur l'attachement à ces machines et le fait qu'effectivement, on va aller vers une anthropomorphisation de ces machines dès lors qu'elles font quelque chose. Hein, le fait d'introduire des tokens de politesse, qu'il faille être poli. Moi, justement, j'essaie de ne pas être poli avec la machine parce que c'est justement une machine. Non, mais bien sûr. Si vous me dites qu'il faut être poli... Non, je dis rien du tout. Je dis qu'il y a un stratagème. Non, non. Ce que je dis est plus important. Je dis que ces interfaces qu'on nous met dans les mains, en nous disant c'est pour nous faciliter la vie, sont des leurres. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des décisions qui sont prises et qu'on devrait être au courant de ces manipulations à l'intérieur de la machine. Tant que ça ne sera pas plus transparent, et j'espère que la loi sur l'IA va arriver à lever au moins quelques capots, mais je ne suis pas sûre parce qu'il y a très peu de gens qui sont en capacité de dire voilà, c'est ça et ça qu'il faudrait lever. Et puis que les industriels n'ont pas envie de le faire parce que sous prétexte de leur propre compétitivité avec les autres, ils ont des trucs, etc. Donc c'est là où on pourrait faire confiance à la recherche et se dire qu'il faut absolument amplifier les recherches là-dessus. Or, c'est pas comme ça qu'on est en train d'aller en France. C'est-à-dire qu'il y a très peu, que si je regarde les derniers instituts, les 9 instituts, on a demandé de resserrer sur le côté technologique, mais pas tellement sur la compréhension fine, en interdisciplinarité, de la puissance de la langue et la manipulation de la langue sur la rationalité des gens. Or, moi je dis, il ne faut pas être juste SHS pour comprendre sciences humaines et sociales, pour comprendre ce qui se passe, il faut aussi être dans la technologie, dans l'informatique, dans la modélisation, pour comprendre quel est le pont, quoi. Qu'est-ce qui fait que ça va manipuler dans ce sens là. Dès lors que vous laissez la personne en face avec une interface qui vous montre ces différences, parce que la machine est capable de vous sortir une phrase très créative et une autre qui ne l'est pas, et on pourrait demander d'avoir les deux en même temps, ça montrerait qu'effectivement il n'y a personne dans la machine, c'est un calcul. Et donc il faut démystifier, et c'est vers ça qu'on va. Si vous êtes intéressé, on a écrit à 3 chercheurs une pièce de théâtre où on voit le chatbot changer son langage en fonction de sa façon d'interagir avec les humains. Au début, il est très rationnel. Et à la fin, il a un langage absolument incroyable. Il est même le plus humain de tous les personnages de la pièce. Ça s'appelle Kia Ake Garuzia. C'est joué en ce moment à la Scène Parisienne, tous les mardis soirs, à 19h30. Venez rire, parce que c'est très anxiogène comme sujet. Et nous, on l'a traité de façon comique, avec tout en montrant cela. Serge Abitboul et Gilles Dowek. Et avec mes amis Serge Abitboul et Gilles Dowek. Kia Ake Garuzia. Garuzia, c'est un chat GPT++. C'est de la science-fiction, mais cela montre comment ces machines pourraient évoluer si on le laissait apprendre en interaction avec le JPA, le JEPA, le nouveau système de Yann Lequin. Voilà, vous en avez l'exemple. Barbara. Bon, il n'y a pas plus passionnant que ce que vous racontez, moi je trouve, et qu'on est en plein dans ce qui doit peut-être se passer au mieux. Bon. Et on peut agir là-dessus. Alors, juste, si Yann Diner était là, celui qui n'est pas là, il aurait peut-être raconté que des amis de Google lui ont demandé comment est-ce qu'on peut faire pour que l'IA ait un inconscient. C'est très intéressant et ça répond absolument à ta question, enfin à ta remarque, un corps et tout ça. Bon, et l'idée de son livre que je trouve très intéressante, c'est que l'IA, il faudrait qu'elle apprenne comme un môme, c'est-à-dire qu'elle soit névrosée comme tout le monde, quoi, et qu'elle ait du mal. Bon, ça c'est le premier point. Alors le deuxième point que je voudrais glisser, c'est que moi ce qui me passionne, c'est l'idée qu'on puisse faire un corpus précis pour une IA, qu'on puisse faire des IA différentes. Et mon idée, évidemment, c'est qu'on puisse nourrir une IA traductive avec les intraduisibles. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer si on nourrit une IA avec le dictionnaire des intraduisibles, qui est lui-même traduit en 11 langues, plus tous les corpus intéressants des traducteurs de Luxembourg et autres Bruxelles, etc. Vous voyez ? Donc, moi, je voudrais ça. Et je voudrais savoir si changer de corpus peut impliquer un changement d'algorithme. Voilà, c'est ça ma vraie question. Est-ce que, admettons qu'on nourrisse une IA traductive avec les intraduisibles, et je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, bon, eh bien, est-ce qu'on pourrait imaginer que du coup, son algorithme, qui n'est pas, enfin, qui est à chaque fois à faire, hein,
au lieu de chercher le plus probable, la suite, etc., cherche un gap. Il faut préciser en fait un truc. ChatGPT, c'est 3 types d'algorithmes, voire plus. Oui. Donc il y a le large language model qui a appris à partir de beaucoup de données. Donc lui, il est auto-supervisé, donc il cherche à trouver les liens entre les contextes, hein, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc lui, il est auto-supervisé. Mais au-dessus, on a mis des tas de choses qui sont, je donne une phrase, je donne sa traduction. Donc là, on peut glisser tout ce que tu veux. Et donc là, c'est de l'apprentissage supervisé. On a mis aussi du RLHF, du Reinforcement Learning, c'est encore une 3e catégorie d'algorithmes, pour améliorer encore, avec le fait que la machine propose plusieurs possibles et l'humain décide de ce qui est le plus probable et le met en avant. Et ça aussi, ça vient optimiser la machine. Ensuite, il y a les gens qui utilisent, quand on prend sur étagère, on va faire ce qu'on appelle de l'optimisation sur ses propres corpus. Donc on peut très bien faire tous les tests du monde, nourrir le premier gros machin avec des données particulières, ce qu'on a fait sur les émotions, par exemple, ou alors on peut rajouter ça au niveau au-dessus, où on donne une phrase, on donne le résultat, ou alors on peut faire un RAG, on va rajouter des informations à côté que la machine pourra aller regarder quand elle retrouve les mêmes formes. Donc on a de multiples façons de tester, en tout cas, cette idée de rajouter. C'est ce que font tous les industriels. Pour la problématique de la traduction, c'est lié à ces idiomes ou des formes que vous avez vues qui sont difficiles à traduire et qui sont liées à une culture, par exemple, mais c'est vrai pour plein d'autres cas. Quand on prend un LLM, il n'est pas du tout en vertical, par exemple, sur le traitement de l'énergie pour EDF ou sur les tâches que gèrent, je sais pas moi, des industriels sur certains sujets. Donc, ils vont aller à chaque fois utiliser des espèces d'ersatz au-dessus. Et ça marche comme ça. Et la puissance de ces systèmes, c'est que le gros LLM, on l'a appris une fois, il est sur étagère, et on le charge dans son système, et on l'adapte. Et donc, ça a moins de coûts que si on devait tout refaire. Donc, ce n'est pas un algorithme, ChatGPT, c'est beaucoup d'algorithmes différents, pas assez décrits, avec cette idée de non-transparence, pour lequel on devrait absolument demander, c'est ce que je dis à tous les industriels que je vois, ceux qui utilisent Microsoft, Google, etc., je leur dis, demandez à comment est gérée la température, comment sont gérés l'historique, comment sont gérés les réapprentissages que vous faites. Il faut savoir ça. Or, il faut être un peu instruit sur comment on le construit pour demander ces éléments. Mais dès lors que vous voyez un lien entre un élément comme ça, techno, et le résultat, on a peut-être un pouvoir d'avoir raison. Oui, et puis je rajouterais aussi qu'il y a aussi une couche culturelle qui fait que ChatGPT n'est pas autorisé à tout dire. Parce que ça, c'est des filtres. Oui, mais ces filtres, ils reflètent aussi une certaine vision de la société, de qui le fait. Qui décide que des choses... Alors, il y a des choses qui sont interdites par la loi, c'est très bien. Il y en a d'autres qui sont de l'ordre du culturel, du religieux, du je ne sais quoi. Il y a beaucoup de choses dont on sent qu'elles sont potentiellement conflictuelles, pour lesquelles ChatGPT refusera de répondre, en disant « je ne m'engage pas sur ce terrain ». Et ça, c'est aussi brider une forme de créativité, quand même, parce que... Non, c'est de la discrimination. Voilà. Je pense que c'est très intéressant de savoir quand ChatGPT répond « je suis une machine ». Moi, j'ai eu un exemple comme ça. J'essaye de faire un livre sur les mots qui manquent, les mots qui fuient. Et j'ai dit à ChatGPT alors, est-ce qu'il y a des mots qui te manquent? Oh oui, beaucoup, beaucoup. Je ne suis pas complet, nanana. Et est-ce qu'il y a des mots qui te fuient? Ah non, ma mémoire est une mémoire. Je suis une machine. Attention aux mots que produit ce système, parce que nous, on regarde en parallèle Llama, Google, OpenAI, un système qui vient d'Alibaba. Enfin, on en a 6 en parallèle qui ont la même structure, le même nombre de paramètres. Et on regarde ce qu'ils répondent. Ils ne répondent pas tous la même chose. Hein? Nous, humains, on a les mêmes mots pour s'exprimer. Ces machines n'ont pas les mêmes tokens pour enregistrer les choses. Et donc, elles produisent toutes des résultats différents. Hein? Il n'y a aucune stabilité là-dedans. Donc cette approximation qu'on voit, il ne faut pas trop lui donner de pouvoir. C'est vraiment de l'aléatoire qui fait que la machine va vous dire « je suis une machine formidable hein. ». Quelquefois, c'est scripté au-dessus parce que c'est une des règles de filtre. D'autres fois, c'est du hasard. Donc, il faut faire attention. La production, parce qu'aux États-Unis, il y a un grand jeu qui est de faire passer des tests psychologiques à ChatGPT.
Bon, ben moi, je suis désolée, c'est là où je reviens à la machine, quoi. C'est quand même des statistiques à la base. Donc, je veux bien qu'on aille jusque-là. Le mot hallucination, ben non, il sait même pas que la machine, c'est rien du tout de ce qu'elle dit. C'est pas que c'est une erreur, c'est rien pour elle. C'est une production, c'est tout. Donc, on anthropomorphise trop ces machines. Donc, attention, quand la machine vous répond un truc en disant je, bon, c'est une arnaque, tout ça. Oui. Alors, il y a deux questions. Oui, allez-y. Oui. Je pense que c'était la fin des années 90, lors d'un colloque à Nantes sur la traduction et l'intelligence artificielle. Donc, on est vraiment au début d'une certaine approche en utilisant les corpus. En répondant à une question, la spécialiste de la traduction vue du point de vue du corpus répondait « rubbish in, rubbish out ». Autrement dit, si on ne contrôle pas ce qu'on met dedans, la sortie va être mauvaise. Or, c'est assez extraordinaire. Nous, en linguistique de corpus, on construisait les corpus. Donc, nous savions ce qui est dedans. Quand on travaille sur des très grandes LLM, le problème, c'est qu'il n'y a pas de corpus de contrôle. Or, dans la plupart des expérimentations scientifiques, on a un groupe témoin. Là, rubbish in, rubbish out. Donc, à qui s'adresse? Et c'est pour ça que la notion très importante de l'économie est importante. À qui s'adresse la traduction? Quand c'est un scientifique qui l'utilise, le scientifique est capable de dire que ça m'aide, je comprends. Mais si on est en traduction pour d'autres auditeurs, c'est des ouvrages, le rubbish out est franchement dangereux. Donc là, la question économique est vitale, puisqu'on est sur une dévalorisation du savoir en laissant le rubbish come out. Alors, juste un cas extrême de ce que vous dites, c'est le risque de ne pas contrôler, maîtriser les données d'apprentissage. C'est le risque qui devient de plus en plus réel d'apprendre à partir d'une sortie d'une IA précédente, de la génération précédente. Et les quelques expériences qu'on a fait dans cette direction suggèrent que le modèle collapse, c'est ça, c'est ça. Que en fait, à la fin, on obtient des modèles qui ne représentent plus rien et qui ne sont complètement inutilisables. Une espèce de consanguinité, si j'ose dire, qui est fini par faire ouvrir la génération de modèles. Et ça, moi, j'ai aucune idée, par exemple, de comment est-ce qu'on va contrôler ça. Les gens qui font des moteurs de recherche commencent déjà à se plaindre qu'il y a une grande partie du contenu qu'ils indexent sur le web qui est vraisemblablement généré. Généré, même non seulement faux, mais en plus déjà produit à partir de données fausses. Donc, comment on va faire le tri? C'est complètement vrai. Et en plus, moi j'entends beaucoup d'acteurs américains dire mais il y a une solution, vous n'avez pas assez de données, on va faire des données synthétiques, partout comme ça. Alors, il y a encore je crois qu'on a le temps encore pour deux questions. Oui, allez-y. Oui, je voudrais poursuivre sur la thématique de la sensibilité au corpus. Je suis responsable de l'Observatoire européen du plurilinguisme et on a un site dans lequel il y a près de 18 000 articles à peu près, ce qui fait que, en gros, je ne sais plus très bien ce qu'il y a à l'intérieur du site. Et j'ai fait un test en posant des questions justement à ChatGPT il n'y a pas très longtemps et je lui ai demandé ce qu'il y avait comme contenu dans la lettre de l'Observatoire. Et il m'a répondu, écoutez, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas accès à la lettre. Bon, donc j'ai simplement modifié le critère puisque j'ai supprimé l'abonnement pour pouvoir accéder au contenu de la lettre et j'ai reposé ma question. Et là, il m'a fait effectivement un résumé qui m'a assez stupéfait quand même, parce que j'ai retrouvé à peu près, je dirais, les contenus à peu près d'une centaine de numéros. Mais je lui ai fait remarquer, mais en le tutoyant bien sûr, très très gentiment, qu'il parlait des annonces d'événements, etc., des publications, etc., mais qu'il ne parlait pas des contenus, des éditoriaux de la lettre. Et là, il m'a répondu, il m'a dit voilà, dans les éditoriaux, j'ai trouvé ça, ça et ça et ça. Et je dois dire quand même que j'en étais quand même assez ému. Parce que j'ai assez bien retrouvé. Donc voilà. Donc ça donne un peu à la fois la sensibilité à un corpus qui a évolué finalement
en très peu de temps, en je dirais quelques minutes en réalité. Et d'autre part, le fait qu'il effectivement, il a pu s'adapter à une certaine réalité qui existe sur Internet, en l'occurrence d'ailleurs largement en français. Enfin voilà, je voulais donner ce témoignage. C'est génial, mais si vous voulez, ça serait quand même mieux qu'on voit comment il a fait ça. Tout à fait. N'est-ce pas? Comme ça, vous pourriez dire, c'est rationnel. Et c'est pas du tout une personne qui répond. Et là, on est pris au piège. Donc, quand on n'est pas scientifique du tout dans la société, c'est très compliqué quand même d'utiliser ces outils. Et de ne pas penser qu'effectivement, ils ont des capacités de type capacité cognitive humaine. Donc, c'est vraiment un danger. Et je ne sais pas comment on peut aller contre ça. Ok. Est-ce qu'on a le temps encore pour une question? Je crois. Oui. 2 minutes. Une question-réponse en 2 minutes. Bon, je vais aller vite. Vous avez parlé d'évaluation tout à l'heure. Jusque-là, j'ai beaucoup évalué les traductions de traduction automatique neuronale. Mais pour évaluer les traductions produites par l'intelligence artificielle générative, c'est très difficile parce que, bon, on applique des typologies d'erreurs, on fait de l'évaluation humaine. C'est difficile parce que c'est jamais la même chose. Quand on prend un texte et qu'on le fait traduire plusieurs fois, il ne produit pas la même chose. Et deuxième chose, est-ce qu'on peut, pas apprendre, mais c'était quoi le mot dresser, voilà, dresser une intelligence artificielle à évaluer en lui fournissant une typologie d'erreur avec des exemples. Mais est-ce que ça, en fait, ça, c'est pas le serpent qui se mord la queue finalement? Non, mais on peut monter comme ça en capacité de mieux comprendre en utilisant des IA. On a des méthodes, des mesures de dissimilarité entre des textes qui ont la même sémantique. On peut aller chercher des choses. C'est ça que je disais, il faut outiller. Et je pense qu'il faudra de l'humain et de la machine. Beaucoup, je crois que ça va être le mot de la fin. Donc, merci à tous les intervenantes et intervenants. Merci au public et les nombreuses questions que ça a suscité. La discussion n'est pas close, elle peut continuer en dehors de cette salle. Et puis, je pense qu'on va tous attendre la suite des développements. Et on se retrouve dans 15 minutes, après 15 minutes d'interruption. Et la discussion peut se poursuivre pendant la break.